bonsoir à tout le monde. Nous avons prévu de vous parler aujourd'hui de la fiscalité, de la location et plus particulièrement de la location meublée. On est bien d'accord, hein? Oui. Bon, je ne me suis pas trompé de sujet. Lorsqu'on est propriétaire de biens immobiliers, alors notamment de logements, effectivement, vous pouvez avoir un choix quant aux modalités de mise en location. Aujourd'hui, on va aborder principalement les aspects fiscaux et plus particulièrement de la location en meublé. D'accord ? Alors, je rappellerai quelques aspects, quelques généralités, quelques points juridiques malgré tout, qui distinguent la location meublée par rapport à la location nue. Je développerai surtout les aspects fiscaux, notamment quant à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. J'aborderai également, mais plus rapidement, quelques autres aspects fiscaux, notamment l'IS, la TVA et quelques autres taxes rapidement. Sans oublier un petit point, quand même un petit rappel en ce qui concerne les possibilités d'affiliation à cotisation sociale, contrairement à la location nue. Et puis demain, à surveiller, parce que la fiscalité déjà c'est quelque chose de très émouvant, et encore plus par les temps qui courent, notamment dans nos instances dirigeantes. Voilà, alors on démarre tout de suite dans le vif du sujet, location nue ou location meublée. Il faut savoir que quand on fait on peut faire de la location nue. Alors la location nue, ça peut concerner bien sûr des logements, mais ça peut concerner également des locaux professionnels, des locaux commerciaux, des murs de magasins, du foncier agricole, des logements. Pour ce qui est de la location meublée, on va surtout retenir la location de logement. Mais dans la location meublée, ça peut être du logement classique en ce qui concerne une résidence principale, mais ça peut être également de la résidence de tourisme. Vous connaissez Abritel, Airbnb, enfin qui sont des plateformes de réservation, mais pour de la location touristique. Ça peut être aussi de la location de locaux professionnels du type résidence senior, résidence étudiante, résidence de vacances, etc. Et puis il y a une notion de para-hôtellerie. Para-hôtellerie, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'hôtellerie. On l'abordera tout à l'heure. D'accord ? Je poursuis. Donc, quelques petites précisions en ce qui concerne la location résidence principale, résidence saisonnière, location nue. Quand on fait de la location meublée, cela peut concerner donc notamment soit une résidence principale, ça veut dire que le locataire y élit son domicile à l'année, par rapport à la location saisonnière qui a pour but plutôt d'une location de courte durée, à la nuit, à la semaine, au mois. Sur ce qui est résidence principale, le contrat, c'est un contrat de 12 mois, réductible éventuellement à 9 mois, dans le cas particulier d'étudiants. Par comparaison avec la location nue de logement, le bail est d'une durée normalement minimum de 3 ans, et renouvelable de 3 ans en 3 ans. Un meublé, c'est de 12 mois en 12 mois. En ce qui concerne l'équipement, le logement nu, ce sont des murs et le locataire l'ameuble à sa guise. Quand on fait de la location meublée, le logement doit être équipé. Il y a une liste assez exhaustive d'équipements nécessaires et obligatoires pour considérer le logement comme meublé. On le verra tout à l'heure rapidement. Lorsqu'on déclare une activité de location meublée ou lorsqu'on démarre une activité de location meublée, on se doit de déclarer cette activité, à minima de se voir attribuer un numéro SIRET. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit faire une déclaration auprès de l'INPI pour se voir attribuer un numéro SIRET et être connu des diverses administrations, et à commencer par l'INSEE. À savoir que quand on fait de la location saisonnière, il faut en sus déclarer son activité en mairie. Il y a des imprimés spécifiques donc pour la location saisonnière
Ça permet notamment à la mairie de ne pas vous oublier pour le paiement de la taxe de séjour, puisque quand c'est de la résidence saisonnière, c'est habituellement assujetti à la taxe de séjour. Les loyers sont encadrés en location nue résidence principale comme ça l'est en location nue. Là, il y a beaucoup de similitudes juridiques entre la location nue et la location meublée pour la résidence principale. Par contre, quand vous faites de la location saisonnière, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc il n'y a pas d'encadrement particulier. En termes de dépôt de garantie, généralement on demande quelques garanties quand on met en place un locataire pour une longue durée. Quand vous faites de la location nue, c'est maximum 1 mois de loyer. Quand vous faites de la location meublée, c'est maximum 2 mois de loyer. Bien sûr, quand on parle de location saisonnière, il n'y a pas de dépôt de garantie, mais il peut y avoir effectivement une caution qui malgré tout doit être plafonnée. Alors la para-hôtellerie est généralement liée à de la location meublée saisonnière avec des prestations de services, un petit peu comme à l'hôtel finalement. D'accord ? Et on parle donc de prestations para-hôtelières, notamment quand on peut être à même de proposer ou fournir le petit déjeuner, assurer un nettoyage régulier, et logiquement ce n'est pas que à l'entrée et à la sortie du locataire ou de l'occupant, mais on parle bien de nettoyage régulier, comme à l'hôtel. Il doit être à minima proposé et avoir les moyens de le faire. Et avoir ce qu'il faut, ou le personnel, ou les prestataires adéquats. Parmi les prestations également, il y a la fourniture du linge de maison, c'est à savoir tout ce qui est drap de lit, serviettes notamment, donc ce qui veut dire que quand on fait de la para-hôtellerie, on est susceptible de fournir le linge de maison et pouvoir recevoir la clientèle dans un local pas forcément dédié mais approprié à la réception de la clientèle. Ça peut être au domicile, ça peut être dans un local commun, mais logiquement on doit disposer d'une réception de la clientèle. Donc dans la mesure où on peut proposer et réaliser quand même de temps en temps, parce que si on ne réalise jamais, on peut se poser la question si on le propose réellement. On doit proposer au moins 3 de ces 4 prestations pour être considéré comme quelqu'un qui propose des prestations de para-hôtellerie. D'accord ? Un exemple, les chambres d'hôtes par exemple sont généralement liées à de la para-hôtellerie parce que quand on a des chambres d'hôtes, c'est chez l'habitant, on propose le petit déjeuner et bon, c'est souvent sur des courtes durées, donc il y a tout ce qu'il faut, comme à l'hôtel. Alors, un petit focus sur l'équipement du logement pour considérer une location meublée, à savoir donc la literie, quand on parle de literie, c'est lit, sommier, matelas, armoire ou placard avec des étagères et également les couvertures. Un dispositif, soit des volets, soit des rideaux aux fenêtres pour faire de l'obscurité. Dans la cuisine, des plaques de cuisson, alors gaz, électrique comme vous voudrez, un four ou micro-ondes ou traditionnel, un réfrigérateur avec soit une partie congélateur ou un congélateur, enfin du moins une partie dont la température descend dessous de moins 6 degrés. La vaisselle nécessaire pour prendre un repas, donc assiette, couvert, etc. Donc tout ce qui est ustensiles de cuisine, table, chaise, étagère de rangement, l'éclairage adéquat et le matériel d'entretien. Dans le salon, de quoi s'asseoir, une table. Il n'est pas nécessaire de rajouter du mobilier supplémentaire, la télévision n'est pas obligatoire, la machine à laver, non, enfin le linge ou la vaisselle non plus, mais la serpillière ou l'aspirateur, ça peut être utile. Alors, moi souvent je recommande pour quelqu'un qui fait de la location meublée de longue durée, c'est d'en rester au minimum, de manière à ce que le locataire puisse se sentir un petit peu chez lui. Parce que si ce n'est que dans des biens qui ne lui appartiennent pas, il y a un côté affectif qui passe moins bien. Par contre, bien entendu, quand c'est pour faire de la location de tourisme, il vaut mieux que ce soit bien équipé et que surtout ça donne envie. Donc, location nue ou location meublée.
Alors, il faut savoir que quand on fait de la location nue, alors on va évoquer notamment la location de terres, de bâtiments agricoles, de bâtiments commerciaux, professionnels, des bureaux, des logements nus. Voilà, quand on fait de la location nue, la fiscalité applicable à la location nue, ce sont les revenus fonciers. C'est la catégorie fiscale des revenus fonciers. Je pense que vous connaissez tous. Par opposition, lorsqu'on fait de la location meublée, donc type gîte, chambre d'hôte, voire avec table d'hôte ou pas, mais la location de logement, de biens meubles, que ce soit aussi de mobil-home ou autre, ça rentre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des BIC ou des BIC, comme vous voulez. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Même si vous connaissez la location nue, j'aime bien le présenter rapidement, ça vous permet de comparer un petit peu comment ça se passe pour la location meublée, fiscalement, sachant qu'il y a des similitudes. Bon, puis c'est plus facile de partir sur quelque chose qu'on connaît pour découvrir autre chose. Donc, en location nue, vous savez que vous avez deux manières de déclarer fiscalement vos revenus fonciers, soit sous un régime microfoncier, sous un régime réel. Donc sur le principe, lorsque le total de vos loyers nus sont inférieurs à 15 000 €, à ce moment-là, vous relevez normalement du microfoncier. Dans ce cas-là, vous portez sur votre déclaration de revenus le total des loyers, mais du loyer seulement hors charge, donc dans la case correspondante, donc au loyer nu, et vous bénéficiez d'un abattement de 30%. Ça va jusque-là? Pas trop compliqué. Par contre, qui peut le plus, peut le moins, vous avez toujours le droit, même si le total de vos locations est inférieur à 15 000 €, vous pouvez très bien choisir le régime du réel foncier. Dans ce cas-là, traditionnellement on fait ce qu'on appelle une 2044, alors sur internet il n'y a plus trop les numéros, mais bon, c'est une page distincte dans laquelle vous portez bien sûr tous les éléments, notamment les loyers, mais également toutes les charges correspondantes, à savoir, correspondantes à l'entretien de votre logement. Taxes foncières, assurances, frais financiers s'il y a des emprunts, charges de copropriété, honoraires, alors que ce soit d'agence immobilière, huissier, avocat, comptable. Vous pouvez déduire tous les travaux, pas tout à fait, les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration. On ne peut pas déduire les travaux de démolition, reconstruction, agrandissement. Attention. Parce qu'il y en a, ils achètent un bien dans l'État, ils démolissent tout et reconstruisent. Ces travaux-là ne sont pas déductibles des revenus fonciers, dans la mesure où on démolit, reconstruit ou agrandit. J'aménage les combles, je transforme en logement, les travaux ne sont pas déductibles. Donc en location nue. Et toujours, le revenu foncier qui a été déterminé, quelle fiscalité il subit? L'impôt sur le revenu, à savoir que ce revenu foncier se rajoute à vos autres revenus, et à partir de l'ensemble des revenus du foyer, du ménage, vous subissez la tranche marginale, le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc je vous ai présenté les tranches pour une part. Quand le foyer fiscal est constitué de monsieur, madame, deux parts, vous doublez les montants. D'accord? Ce qui veut dire que les 11 000 premiers euros ne sont jamais imposables pour une part. Les revenus de 11 à 27 000 euros subissent une taxation 11%. Les revenus compris entre 27 000 et 82 000 subissent la tranche à 30%, etc. D'accord? Et à l'impôt sur le revenu se rajoutent les prélèvements sociaux. Donc prélèvements sociaux qui sont au taux fixe de 17,2%. Donc ce qui veut dire que les revenus fonciers subissent une imposition en fonction de votre tranche, donc en fonction de la composition et des revenus de votre foyer, plus les prélèvements sociaux à taux fixe du premier au dernier euro au taux de 17,2%. Si bien que si je suis à une tranche de 30%,
mon prélèvement sur le revenu foncier sera de 30 plus 17, 47,2%. Donc, en ce qui concerne la location meublée, je vous indiquais qu'on changeait de catégorie fiscale et on basculait donc dans la catégorie des BIC. Alors, on va démarrer, comme pour les revenus fonciers, deux manières de déclarer son revenu locatif meublé, son BIC, soit un micro-BIC, soit un réel BIC. On va démarrer par le micro. Alors, il y a une certaine ressemblance, à savoir que dans le cadre du micro-BIC, vous déclarez le total des loyers encaissés sur l'année civile pour toutes vos locations meublées. Et le montant que vous déclarez, c'est le montant des loyers, charges comprises. C'est pas tout à fait la même assiette. D'accord ? Donc, le total des loyers encaissés, charges comprises. Et à ce moment-là, enfin, jusqu'à il y a peu, vous bénéficiez donc sur le montant déclaré d'un abattement de 50%. D'accord ? Aujourd'hui, c'est pas tout à fait si simple, enfin, en tout cas depuis 2024, et ça va certainement évoluer, mais bon, on verra. Donc, ce qui veut dire que le total des loyers peut bénéficier d'un abattement de 50%, enfin, pouvait bénéficier d'un abattement de 50%, voire de 71% s'il s'agissait d'une location meublée de tourisme classée. C'est-à-dire que le logement que vous louez, vous le faites classer, et à ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'un abattement plus important. D'où l'intérêt souvent de faire classer son logement. C'est pas très compliqué à demander. Bon, il se trouve que depuis 2024, le taux d'abattement, enfin le pourcentage d'abattement sur le micro-BIC, quand il s'agit uniquement de location de meublés de tourisme non classés, l'abattement est tombé à 30%. Petite particularité également, le régime du micro est le régime auquel vous pouvez avoir droit, puisque c'est la règle générale, tant que votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire le total des loyers meublés, ne dépasse pas 77 700 euros. Enfin, 77 700 euros, c'est, on va dire, le montant général. Mais vous pouvez vous retrouver à avoir, notamment lorsqu'il s'agit d'une location de chambre d'hôte, c'est pas jusqu'à 77 000, c'est jusqu'à 188 000 euros. Par contre, depuis 2024, si vous faites de la location de logements meublés saisonniers non classés, le seuil où vous pouvez relever du régime micro est plafonné à 15 000 euros. Pour des logements donc meublés saisonniers non classés. On va y revenir un petit peu plus dans le détail. Au-delà, qui peut le plus, peut le moins. À savoir que la règle générale, si vous pouvez relever du régime micro, vous pouvez aussi choisir le régime de bénéfice réel. D'accord ? Qui peut le plus, peut le moins. Donc même si j'ai droit au régime micro, moi l'abattement de 30%, 50%, ça ne m'arrange pas, je préfère choisir le régime du réel parce que je peux déduire toutes les charges. Toutes les charges. Alors, d'une façon générale, on va pouvoir déduire toutes les charges que j'ai indiquées tout à l'heure pour les revenus fonciers, donc taxes foncières, assurance, charges de copropriété, frais financiers, ADIF, frais d'agence immobilière, enfin les honoraires. Les travaux, on pourra les déduire tous, y compris les travaux de démolition, reconstruction, agrandissement. Par contre, sauf pour les menus travaux d'entretien, les travaux ne pourront être déduits non pas à l'année de paiement, mais la déduction devra s'étaler dans le temps, logiquement en fonction de la durée de vie des travaux qui sont réalisés, selon ce qu'on appelle un plan d'amortissement. Et là on parle d'amortissement des travaux, et donc de déductibilité de l'amortissement des travaux que vous avez pu faire. Mais encore, ça c'est rien. Parce que dans la mesure où vous relevez d'un régime de réel, le logement que vous donnez en location, c'est votre outil de travail. Et l'outil de travail, vous pouvez également l'amortir. Ce qui veut dire que votre appartement, votre maison que vous donnez en location meublée sous un régime de réel, vous pouvez déduire la valeur de votre logement pour la détermination de votre bénéfice commercial lourd de meublé. On va voir un exemple, ce sera plus simple. D'accord ?
Donc, et là, le gros avantage, c'est justement la possibilité de déduire sous forme d'un amortissement la valeur du logement. Le régime du réel, il est obligatoire. Si je dépasse maintenant 15 000 euros de total des loyers pour de la location saisonnière non classée, 77 700 euros si c'est de la location résidence principale, si c'est de la location de chambre d'hôte, de logement saisonnier classé, c'est 188 000 et quelques poussières pour le seuil de passage au réel obligatoire. Alors, une petite particularité néanmoins, même si je n'atteins pas ces seuils de total de location, ces plafonds de régime micro, je peux malgré tout obligatoirement relever du régime du réel si l'activité de location, je l'exerce sous forme d'une société. D'accord ? Et une indivision, fiscalement, c'est une société. Si le bien que vous donnez en location meublé, de longue durée ou de courte durée, appartient à une indivision, logiquement c'est l'indivision qui loue. Et l'indivision c'est plusieurs personnes, donc c'est une société. Et en société, on ne peut pas relever du régime micro. C'est obligatoirement du régime réel. D'accord ? Ça peut être le cas aussi si le logement dont vous êtes propriétaire, que vous êtes propriétaire, que vous détenez via une société du type SARL par exemple, à ce moment-là, relèvera obligatoirement du réel. Voire éventuellement de l'impôt sur les sociétés, parce que quand on loue un logement meublé, qui est une activité commerciale, logement qui appartient à une société civile du type classiquement SCI, la déclaration fiscale, c'est ni du micro, BIC, ni du réel BIC, c'est de l'impôt sur les sociétés. On en parlera tout à l'heure. Alors, on va faire un petit exemple. Comme ça, c'est plus facile à comprendre souvent. Donc, exemple de calcul de l'amortissement. Alors, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui disposerait d'un appartement qui, au moment de la mise en location meublée, c'est-à-dire même si c'est un logement qu'il vient d'acheter ou qu'il a acquis depuis un certain temps, mais qu'il a loué jusqu'à présent nu, ou qu'il occupait à titre de résidence principale, ou qu'il logeait les enfants, etc. Bon, dorénavant, il est venu à la conférence de ce soir et il a décidé, je vais me mettre à louer meublé. Et donc, il a fait faire une estimation de son logement et l'expert ou l'agent immobilier a estimé que sur le marché, ce logement il valait 240 000 euros. Donc ces 240 000 euros nous serviront d'assiette de base pour le calcul de l'amortissement. Alors, logiquement, le logement il est toujours assis sur un sol. Donc le sol en soi a quand même une valeur. Donc dans les 240 000 euros, il y a également le sol. Alors selon où il est situé, selon si c'est une villa, selon si c'est un appartement, mais les appartements ils sont les uns sur les autres, mais il y a forcément un bout de sol qui doit être rattaché. Donc on doit répartir en fin de compte la valeur globale du logement, les 240 000 euros, dans divers postes, sachant que selon ce dont on parle, les postes vont s'user plus ou moins vite. Vous comprenez bien que vous allez refaire la peinture plus souvent que vous allez changer les fenêtres. Enfin, j'espère. D'accord ? Ou refaire la toiture, ou refaire le ravalement de façade, etc. Donc, en fin de compte, l'amortissement doit correspondre, théoriquement, à une durée de vie des divers postes. Donc, notamment le gros œuvre, toiture, mur, dalles, béton, etc. On espère que ça va durer longtemps, parce que si ça ne dure pas... Bon, donc on l'amortit sur une longue durée, classiquement entre 40 et voire 80 ans, 40-60 ans. Bon, j'ai pris dans mon exemple une durée d'amortissement sur 50 ans. Par contre, que représente le gros œuvre sur la valeur de mon logement qui vaut 240 000 euros ? Ça dépend de l'état, s'il est vieux, s'il est à rénover parce qu'il y a tout à refaire à l'intérieur, le second œuvre, les finitions n'auront pas une part importante, du coup le gros œuvre aura une part plus importante. Si c'est tout neuf par contre, la part du second œuvre représentera une part plus importante. Bon, dans mon exemple je suis parti sur la base de 45%, donc ça veut dire que le gros œuvre représente 45% du coût total de la construction hors foncier, donc des 90% de 240 000. Et je l'amortis sur 50 ans, donc 45% de 90% de 240 000 euros, ça fait
base amortissable de 97 200 € et divisé par 50, ça veut dire que je vais pouvoir déduire quasiment 2000 € par an pendant 50 ans de mon bénéfice industriel et commercial, de mon BIC. Rien que pour le gros œuvre. Je continue. Donc, on éclate la valeur de l'appartement entre du gros œuvre, ce qui est façade étanchéité, les installations, équipements, menuiserie, électricité, plomberie, les agencements, plutôt ce qui est finition, plafond, sol, mur, etc. Dont la durée de vie est quand même plus courte. Donc, on choisit une durée appropriée à la durée de vie de chacun des postes et de cette manière-là, on va calculer un amortissement poste par poste. Et si on fait l'addition, dans mon exemple, on arrive à plus de 10 000 € de charges d'amortissement déductibles. Ça va jusque-là ? Donc déductible, c'est-à-dire c'est 1944, plus 864, plus 3600, etc. Plus les meubles aussi, parce que les meubles on les amortit. Donc le foncier par contre on ne l'amortit pas parce que le foncier il ne s'use pas. Mais le foncier nu, non aménagé. Ça on a les travaux de viabilisation. Donc 10 728 € d'amortissement, si c'est plus clair. Alors pour finir de clarifier les modalités, on va compléter l'exemple. Si vous y voyez, ça va, c'est pas écrit trop petit. Donc j'ai fait une petite comparaison. Donc on va comparer la fiscalité revenu foncier, micro et réel, de la location meublée, micro et réel. Alors, ce même appartement, il est loué 1000 € par mois. J'ai de la chance, le locataire il m'a payé 12 mois de loyer, donc j'ai encaissé 12 000 € sur l'année. Donc, bon, je fais un exemple simplifié parce que à la base, le loyer pourrait être un petit peu plus important s'il est loué meublé que s'il est loué nu. Vous comprenez que si le propriétaire doit financer l'acquisition des meubles et leur entretien, parce que bon, les meubles blancs, ça tombe pas trop en panne, mais l'électroménager, au bout de 2 ans, des fois, bon, ça tombe en panne. Donc c'est la charge du propriétaire. Hein. Donc, bon, logiquement, un logement meublé se loue un petit peu plus cher qu'un logement nu. Bon, pour faire un exemple simple, j'ai conservé le même montant des loyers. Donc les loyers constituent donc les recettes duquel on va pouvoir déduire les charges. Alors, j'ai fait quelque chose de relativement simple. On va partir sur la première colonne, donc régime du réel BIC, donc bleuté, où vous avez un loyer donc, de 12 000 €. Et des honoraires, il n'y en a pas, je le gère moi-même. Il y a de l'assurance, donc propriétaire non occupant, 200 €. De la taxe foncière, 1200 et quelques euros, hors ordure ménagère, puisque je me l'ai fait rembourser par le locataire. La CFE, c'est quoi la CFE? Tiens, contribution foncière des entreprises. Ah, c'est ça. Alors, je profite, je fais une petite parenthèse concernant la fiscalité, parce que quand on loue un logement meublé, contrairement à la location d'un logement nu, je vous ai dit que ça relevait de la catégorie des BIC, des bénéfices commerciaux, donc ça s'apparente à une activité commerciale, professionnelle. Et les professionnels sont assujettis à la CFE, à la contribution foncière des entreprises. Alors, généralement, vous représentez une petite, pour ne pas dire une toute petite entreprise, d'accord? Donc, généralement, la CFE relève du minimum de la cotisation qui, alors selon la commune, parce que les taux varient d'une commune à l'autre, retenez de l'ordre de 400 € par an de taxes supplémentaires au titre de la CFE pour de la location meublée, contrairement à la location nue. Et je veux comparer ce qui est comparable, je ne suis pas là pour vous cacher des choses non plus. Hein. Donc, vous voyez que sur la ligne CFE, en location meublée, en BIC, donc, il y a les 400 €, il n'y en a pas pour la location nue, sur la même ligne. Bon, les frais de comptabilité, il faut bien qu'on travaille, qu'on vive un peu quand même. Donc, quelques frais de comptabilité. Les travaux, il n'y en a pas eu cette année. Et c'est un appartement, donc il y a quelques charges de copropriété, à peu près 150 € par mois, 1800 € par an. Et je vais pouvoir déduire l'amortissement si je relève du meublé au réel. Donc, dans mon cas, j'ai pas d'emprunt, j'ai plus d'emprunt, j'ai fini de rembourser, donc je ne déduis pas d'intérêt, mais je pourrais, ni des ADI, etc. Donc j'arrive à un total de charges déductibles dans ma colonne régime réel BIC
Donc total des charges déductibles, 14 767 €, ce qui dépasse les 12 000 € de recettes. Donc j'arrive du coup à un déficit fiscal. Donc si, alors, je suis parti sur un exemple avec une tranche marginale d'imposition donc à 30%, 30% de zéro, c'est pas trop douloureux, et 17,2% de zéro, c'est pas trop douloureux non plus. Ça va jusque-là. D'accord ? Donc, totale imposition, zéro. Et si je fais un bilan de trésorerie de mon logement, finalement, mon logement, il me rapporte en net 7 961 € sur l'année. Ah, il y a un chiffre de trop, soit 863 € par mois. Une petite faute de frappe. Voilà. Ce serait trop bien, hein, mais 863 € par mois. D'accord ? Et si je le compare à mon choix, finalement, je me posais la question, est-ce que je choisis le régime de réel ou est-ce que je choisis le régime du micro-BIC ? Ben, regardons la colonne au régime du micro-BIC. Bah, j'ai les mêmes loyers, j'ai les mêmes charges, hein, que ce soit micro ou réel, j'ai les mêmes charges. Sauf que, au lieu de déduire toutes ces charges-là, je ne déduis que l'abattement de 50%, notamment si c'est une résidence principale. D'accord ? Donc, 12 000 moins 50%, ça fait 6 000 de revenus, de bénéfices de BIC. Et donc 6 000 taxables à 30% si je suis à la même tranche d'imposition, plus 17,2%, soit un coût total au niveau d'imposition de 2 832 €. Donc ça me fait finalement une charge supplémentaire. Donc mon gain de trésorerie à la fin de l'année, ben, au lieu de 7 961 €, ça m'a rapporté 5 339 €, soit 449 € par mois. D'accord ? Alors c'est pas 800, c'est plutôt 663 € au réel, hein, si vous avez la calculette. Bon, ça va jusque-là ? Ce même logement, je l'ai loué nu. Je donc le déclare dans la catégorie des revenus fonciers. Réel ou micro ? J'ai le choix. Alors mon exemple il n'est pas très parlant, hein, mais alors voyons voir. Au régime micro, 12 000 € de loyer, c'est bon, j'y ai droit au régime micro. Hein, c'est jusqu'à 15 000. Donc 12 000, j'ai droit au régime micro. Et c'est simple, je porte 12 000, j'ai un abattement de 30%. Donc ce qui fait que j'ai un bénéfice fiscal de 8 400 €. À une TMI de 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux, ça me fait une imposition de 3 965 €. Ce qui veut dire que ça me fait un gain en trésorerie de 4 656 € par an. Et si je choisis le régime du réel foncier, par contre je peux déduire à peu près toutes les charges, sauf l'amortissement bien sûr. Donc ça me fait un revenu, un bénéfice foncier réel de 8 546 € dans mon exemple. On s'aperçoit ici dans cet exemple qui n'est pas flagrant, que entre le micro-foncier et le réel foncier, il n'y a pas une grosse différence. Parce que j'ai pas de frais d'agence, parce que j'ai pas d'emprunt, donc finalement le régime micro, c'est plus simple, c'est pas si mal que ça. D'accord ? Alors, vous avez choisi ? Donc, bon, voilà. Le principe de la location meublée, je me répète, mais du coup, c'est le régime fiscal des BIC qui s'applique avec toute la fiscalité appropriée au BIC, et notamment, ce qui fait le gros de la différence d'un point de vue fiscal, c'est la déduction de l'amortissement du bien. D'accord ? Vous pouvez même déduire éventuellement ce qui est frais de gestion, à savoir vous avez frais téléphoniques, vous faites des déplacements pour aller le faire visiter, pour aller faire l'entretien, etc. Vous avez un véhicule, vous pouvez même déduire des indemnités kilométriques. En revenu foncier, vous déduisez 20 €. C'est au forfait. D'accord ? Ça va ? Donc, alors petite particularité, je vous ai dit tout à l'heure que je loue nu, je déclare un revenu foncier, j'ai le choix entre micro ou réel, je loue meublé, je relève obligatoirement des BIC. Si j'ai droit au régime du micro, je peux choisir le régime du réel. Au régime du réel, le niveau déclaratif est quand même un petit peu plus compliqué. Il faut faire un bilan, compte de résultats. Généralement, on passe par un comptable. Par contre, si je choisis le réel, alors que je ne suis pas obligé,
c'est une option pour 1 an, bon, qui se renouvelle ensuite tacitement. Si j'ai des regrets, je peux toujours revenir au régime micro, BIC. D'accord? Alors généralement dans la pratique, on ne fait pas une année oui, une année non. Hein. Quand on est au réel ciblé, généralement on y reste. Mais vous avez le droit de changer d'avis, puisque l'option réelle, elle est pour 1 an, et on peut changer d'avis l'année d'après. D'accord? De même, je fais déjà de la location meublée, hein, je ne savais pas trop comment ça se passait au réel. Si vous voulez passer du micro au réel, vous pouvez le faire chaque année. Vous avez juste une date limite, c'est avant la date légale du dépôt de la déclaration de N-1. À savoir par exemple, si pour 2024, j'exerce déjà mon activité de location meublée depuis plusieurs années, 2024 n'est pas ma première année, donc il est trop tard pour changer de régime fiscal et choisir le réel pour 2024. Je ne pourrai le changer de régime fiscal qu'à compter du 1er janvier 2025. Le changement, c'est forcément au 1er janvier. D'accord? Donc, je pourrais changer de régime fiscal à partir du 1er janvier 2025, à condition d'en exprimer le choix auprès de l'administration fiscale, au plus tard, en avril-mai 2025, pour le 1er janvier 2025. Il faut savoir que quand on fait des chambres d'hôtes ou quand on fait des prestations para-hôtelières, c'est considéré comme une activité professionnelle. On va y venir sur la notion de professionnel ou non professionnel, notamment avec la location meublée. Alors, nous y voici. Donc, j'ai choisi de louer mon logement meublé. Est-ce que je suis un professionnel ou un non professionnel? Ça dépend. Bon, dans la pratique, si je loue déjà le logement nu, le changement, location meublée, généralement, on ne peut le faire qu'au changement de locataire. Hein, vous n'avez pas imposé, maintenant je vais le meubler, là, c'est au changement de locataire qu'on peut faire le changement de type de location. Alors, LMNP, donc location meublée professionnelle, et LMNP, location meublée non professionnelle. Alors, si on fait de la location meublée, on est considéré comme professionnel si le total des locations meublées dépasse 23 000 € par an au niveau du foyer fiscal. C'est-à-dire que madame peut avoir un logement, monsieur peut avoir un logement, on additionne. Hein. D'accord? Donc le total des loyers meublés, s'il dépasse 23 000 € et s'il s'agit de location de courte durée, pour les 23 000 €, à ce moment-là, vous êtes considéré comme un loueur de meublé professionnel. Par contre, si ce n'est pas de la location de courte durée que vous faites, si c'est de la location de longue durée, type résidence principale, à ce moment-là, on va regarder le total de vos locations, c'est-à-dire 23 000 €, et un autre critère qui sont les autres revenus professionnels du ménage. C'est quoi les autres revenus professionnels du ménage? Par exemple, monsieur, madame, ils sont tous les deux à la retraite, ils n'ont plus de revenus professionnels. Si, la retraite, c'est un revenu professionnel. D'accord? Donc on va totaliser la retraite de monsieur, la retraite de madame, le montant net imposable, après l'abattement de 10%. D'accord? Et si par exemple la retraite de monsieur fait 15 000, la retraite de madame fait 15 000, si on additionne les deux, ça fait 30 000. Donc dans cet exemple-là, même si je fais par exemple 25 000 € de total des loyers meublés sur l'année de longue durée, je dépasse 23 000 €, mais je ne dépasse pas mes 30 000 € de revenus professionnels. Donc je ne suis pas professionnel. Par contre, si je fais plus de 30 000 pour amener à mon exemple, à ce moment-là, je vais bien dépasser les 23 000, je vais bien dépasser mes autres revenus professionnels. À ce moment-là, je suis censé relever de la qualité de loueur de meublé professionnel. À une époque, il fallait s'inscrire au RCS, au registre du commerce et des sociétés. C'est une mention qui n'existe plus pour la location meublée. Donc voilà, si on correspond à ces deux conditions-là, on devient loueur de meublé professionnel. Alors ça change quelque chose ou pas? Alors, fiscalement, deux incidences. En clair, la différence entre un loueur de meublé professionnel et un loueur de meublé non professionnel. Alors, la grande majorité, ils louent un logement, deux logements, on ne dépasse pas les 23 000 € par an, on est non professionnel, souvent. D'accord? Donc on est plutôt loueur de meublé non professionnel. À ce moment-là, la différence, elle est à deux niveaux. Au niveau de la fiscalité des plus-values, vous savez ce que c'est les plus-values quand même? Bon, les plus-values, on les constate,
généralement à la vente du logement. Imaginez, je loue mon logement meublé, et puis bon, j'ai besoin de le vendre, je choisis de le vendre, je vends le logement. On va devoir calculer une plus-value. Bon, mais cette plus-value subit la fiscalité, non pas des BIC, mais finalement subit la fiscalité immobilière des particuliers. Finalement, c'est le même calcul de la plus-value que si j'avais loué nu. Donc que je loue nu ou que je loue meublé en tant que non professionnel, la plus-value se calcule de la même manière. Alors, on nous annonce quelques petites nouveautés, on en parlera à la fin, d'accord? Mais voilà, sur le principe, la fiscalité pour les non professionnels, c'est la fiscalité des particuliers au regard de la plus-value, d'accord? Si bien que par exemple, je suis propriétaire depuis plus de 30 ans, la totalité de ma plus-value est exonérée, non imposable, d'accord? Par contre, si je suis loueur de meublés professionnels, ce n'est pas la fiscalité des particuliers qui s'applique, c'est la fiscalité professionnelle. Les modalités de calcul de la plus-value est différente. Et ce n'est pas le notaire qui vous fait payer l'impôt sur la plus-value, c'est le comptable. D'accord ? Mais vous avez, malgré tout, la possibilité que cette plus-value professionnelle soit exonérée, notamment si vous exercez l'activité de loueur meublé professionnel depuis plus de 5 ans. Donc je dis bien exonérée fiscalement. D'accord ? Donc la différence professionnelle-non professionnelle, c'est sur les modalités d'imposition et de calcul de la plus-value. Et autre différence, c'est au niveau des déficits. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, j'ai fait un déficit de ma location meublée. Ce déficit, est-ce que je peux le déduire de mes salaires, de mes retraites, de mes autres revenus ? Si je suis professionnel, je ne peux pas déduire ce déficit. Ce déficit, je ne peux que le reporter sur les éventuels bénéfices des années futures. D'accord ? Donc ce qui veut dire que ma location meublée n'est pas imposée sur moins de 2000 € si je reprends mon exemple, mais sur 0. D'accord ? Donc en clair, ma location meublée, finalement, si je ramène mon exemple, n'est pas imposable et n'a pas d'interférence sur mes impôts sur les revenus de mes autres revenus. D'accord ? Par contre, si je suis loueur de meublé professionnel, à ce moment-là, si mon activité location meublée professionnelle dégage un déficit, ce déficit se cumule avec les autres revenus du ménage pour le calcul global de l'imposition. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait, mon déficit peut se déduire des autres revenus et ainsi me faire baisser l'impôt généré par mes autres revenus et bien sûr pas par ma location de meublé. La plus-value, on en a un petit peu parlé. C'était une rapide présentation des taux de taxation de la plus-value. Ça, c'est la plus-value des particuliers qui, normalement, est taxée à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19%, plus les prélèvements sociaux à 17,2%, auquel peut se rajouter éventuellement une surtaxe, ce qu'on appelle une super plus-value, si jamais la plus-value dépasse 50 000 €. Je revends un bien bien plus cher que ce que je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Ma plus-value, ça fait pas 30 ans que je suis propriétaire, ma plus-value n'est pas exonérée. Je calcule la plus-value des particuliers, et à ce moment-là, le montant de ma plus-value sera taxé à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19%, aux prélèvements sociaux, et éventuellement, si cette plus-value est importante, en clair dépasse 50 000 €, une imposition supplémentaire de 2 à 6% selon le montant de dépassement. 50 000 € c'est 2%, 250 000 € c'est 6%, et au-delà. Sachant que la plus-value professionnelle, elle se calcule par déduction du prix de vente de la valeur nette comptable, c'est-à-dire que le professionnel, il est géré par un comptable. Le comptable, il déduit un amortissement chaque année. Donc la valeur du bien, comptablement, diminue chaque année puisqu'on déduit l'amortissement. Et bien, la plus-value se calcule par différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable après amortissement. Donc autant dire que la plus-value est plus importante quand on est loueur de meublé professionnel. Quelques cas particuliers, location meublée. Donc si toutefois vous faites de la location dans votre résidence principale,
Et si le produit de location n'excède pas 760 €, on est exonéré. Alors, à la condition malgré tout que le montant du loyer pour arriver à ce tarif-là ne dépasse pas un certain tarif au mètre carré. Je loue une chambre de 12 mètres carrés, il ne faudrait pas que ça dépasse 152 € par mètre carré et par an pour bénéficier de cette exonération-là. Bon, dispositif temporaire, mais bon, qui est généralement reporté d'année en année. L'impôt sur les sociétés. Je l'évoquais tout à l'heure. Alors, qui dit impôt sur les sociétés dit société. Donc, je fais un petit complément d'information sur la fiscalité à l'IS et qui peut concerner votre activité de location. Imaginons, vous avez une SCI, c'est-à-dire vous avez une SCI qui est propriétaire de logements. Ces logements, vous les louez nus. Classique. Donc dans la mesure où vous louez nus, vous déclarez ces revenus dans la catégorie des revenus fonciers. D'accord? On vient d'en parler. Par contre, je décide de louer meublé, le logement qui appartient à la SCI. Donc la SCI loue meublé. Donc je suis censé faire une déclaration BIC? Eh bien non. En SCI, une société civile immobilière n'est pas là pour faire une activité commerciale, comme les BIC. Et donc à ce moment-là, le régime fiscal qui vous sera imposé sera l'impôt sur les sociétés. Donc attention en société, vous décidez de louer meublé. Ça pourrait être à peu près les mêmes conséquences comptables que la location meublée au réel, mais derrière on n'aura pas tout à fait les mêmes conditions de traitement. Mais ça peut être parfois une solution. J'ai beaucoup de revenus fonciers et c'est pas possible de les passer à meublé parce que j'ai pas la clientèle qui correspond vu le type de logement, vu où ils sont situés. Éventuellement, je transfère ces logements à une société qui relèvera par obligation ou par choix du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, de l'IS, et à ce moment-là, ça pourra vous faire baisser très fortement l'imposition, parce qu'en fin de compte, à l'IS, qu'on loue nu ou que l'on loue meublé, on amortit. Et donc le calcul du résultat, il est très similaire à la simulation que je vous ai fait tout à l'heure, comme pour un BIC au réel. Donc parfois l'IS, ça peut être une solution fiscale pour l'imposition de vos revenus locatifs. Bon, par contre à l'IS, attention, hein, si la société qui relève de l'IS vend l'immeuble et fait une plus-value, la plus-value n'est jamais exonérée. Elle subit l'impôt sur les sociétés. Alors, il y a juste une petite tolérance, je le cite. Par exemple, vous avez une SCI qui fait surtout de la location nue, mais il y a un logement qui est le loue meublé. Si la location meublée représente moins de 10% du chiffre d'affaires de la société, à ce moment-là, c'est l'exception. On peut continuer à relever de l'impôt sur le revenu, notamment revenu foncier. Notamment pour les SCI, pour les sociétés civiles agricoles, le seuil est plus élevé, hein, c'est jusqu'à 100 000 € et 50% des recettes agricoles. Voilà un petit peu pour ce qui est de la fiscalité IR, donc impôt sur le revenu, et prélèvements sociaux. On a comparé revenus fonciers, meublés, micro, réel. Alors, quelques autres taxes? La TVA. Il y en a qui me posent la question, est-ce qu'on peut récupérer la TVA? Est-ce qu'on est assujetti à la TVA? Sur le principe, en règle générale, lorsqu'on loue un logement, on ne peut pas être assujetti à la TVA. C'est hors champ, c'est même pas possible, on n'a même pas le choix. D'accord? Donc on ne peut pas être assujetti à la TVA, ça veut dire qu'on ne facture pas la TVA sur les loyers encaissés et on ne récupère pas la TVA sur les frais que vous pouvez avoir. D'accord? Mais à la règle générale, il y a toujours des exceptions. Et les exceptions, c'est notamment la para-hôtellerie. Ça veut dire que si vous proposez 3 des prestations sur les 4 telles que je les ai évoquées tout à l'heure, à ce moment-là, vous pouvez, voire vous devez relever de la TVA. D'accord? Cela en ce qui concerne la location de logement.
D'accord? Parce qu'on peut se retrouver, par exemple, quand on fait de la location de locaux professionnels, agricoles, commerciaux, dans la mesure où il s'agit de locaux professionnels, généralement c'est de la location nue, on a la possibilité, par option, par choix, d'être assujetti à la TVA. D'accord? Là, je reviens sur la location de logement. Un logement, on ne peut être assujetti à la TVA que si on fait des prestations. Alors j'ai une vieille ferme, une grange, que je veux restaurer et la transformer en logement. J'ai beaucoup de travaux, à 20% quand même le taux de TVA. J'aimerais bien pouvoir récupérer la TVA. Ça sera possible à condition que je propose 3 des 4 prestations qui sont citées ici. Bon, je vais aller vite quand même, parce que concernant la TVA, il faut savoir que si on récupère la TVA, notamment sur des travaux ou des achats, il faut savoir que le jour, si j'arrête d'être assujetti à la TVA, je pourrais être même de devoir rendre une petite ou une grosse partie de la TVA. Savoir que la TVA sur les constructions est définitivement acquise au bout de 20 ans. C'est la règle du 20e qui s'applique. Sur les matériels, on est moins concerné sur la location meublée. C'est une régularisation généralement livraison à soi-même, donc au prix à la sortie de l'assujettissement à la TVA. La taxe d'habitation, ça vous parle? Alors, la taxe d'habitation, on en a exonéré. Presque. Donc, depuis peu, la résidence principale, et seulement la résidence principale, est exonérée de la taxe d'habitation. Alors, ça a été progressif pour certains, ça a été plus rapide pour d'autres, mais la résidence principale est dorénavant exonérée de la taxe d'habitation. Mais les résidences secondaires. Alors, si on prend le cas de la location de longue durée, où le logement constitue la résidence principale du locataire, le propriétaire n'est pas concerné par la taxe d'habitation, c'est l'occupant. Donc logiquement, c'est l'occupant qui est susceptible de payer la taxe d'habitation si ce n'est pas sa résidence principale. Parce que ça peut être aussi une résidence secondaire du locataire, même si c'est de la longue durée. Ce qu'on appelle vulgairement au titre de la résidence principale. Donc, si c'est sa résidence principale, le locataire sera exonéré. Par contre, lorsqu'il s'agit de location de courte durée, location classiquement saisonnière de tourisme, j'en ai certains, ils habitent là et ils louent le logement juste à côté. Mais l'administration fiscale considère que le logement d'à côté, c'est une résidence secondaire, même si c'est donné en location saisonnière. D'accord ? Et si vous ne pouvez pas démontrer à l'administration fiscale que vous ne disposez pas du logement que vous louez saisonnièrement, que vous ne puissiez pas prouver que vous ne l'utilisez jamais, même pas un jour de l'année, à ce moment-là, l'administration va vous appeler une taxe foncière sur le logement qui est loué au titre de la résidence secondaire. D'accord ? Donc attention, quand on gère un logement, et depuis l'année dernière ou 2 ans où il faut déclarer gestion des biens immobiliers, là, sur impôt.gouv, vous connaissez tout ça maintenant, il faut déclarer qu'est-ce que vous en faites de vos logements, si c'est vacant, si c'est loué, résidence principale, secondaire, etc. Et souvent, ça se retrouve être une résidence secondaire taxable à la taxe d'habitation. D'accord ? Et la manière la plus facile pour démontrer à l'administration fiscale que vous n'utilisez pas le logement qui est juste à côté de chez vous, vous n'allez pas en vacances à la porte à côté, c'est de passer par un tiers pour tout ce qui est location, notamment par une centrale de réservation. Et à ce moment-là, si la centrale peut bien justifier qu'elle en a à la disposition 365 jours par an, du 1er janvier au 31 décembre, l'administration fiscale jusque-là arrive à reconnaître que ce n'est pas votre résidence principale, c'est un local destiné exclusivement à la location. Et à ce moment-là, il n'y a pas la taxe d'habitation. La CFE. La CFE, alors, qui dit location meublée dit généralement CFE. Donc que ce soit de la longue durée ou de la courte durée, généralement si je fais de la location meublée, je serai assujetti à la CFE à partir de l'année qui suit le début d'activité. Donc généralement on est sur un montant de base, selon les communes, on va dire autour de 400 € par an. L'IFI. En ce qui concerne donc l'impôt sur la fortune immobilière, il y en a qui me disent je loue meublé, donc mes biens immobiliers ne sont pas taxables à l'IFI.
C'est pas si facile que ça. D'accord? Donc, depuis 2018, excite l'ISF. Bienvenue à l'IFI. Donc, sont concernés par l'IFI les propriétaires de biens immobiliers et fonciers. Bon, il faut savoir qu'il y a des exonérations possibles, notamment sur les biens professionnels. Ce qui veut dire que sur le bien immobilier ou le bien foncier qui est utilisé pour l'activité professionnelle principale d'un des membres du foyer fiscal, imaginez monsieur, madame, monsieur il est agriculteur, il est propriétaire de terre, les terres qu'il exploite constituent son bien professionnel. Si l'agriculture est son activité principale, les terres ne rentrent pas dans l'assiette IFI parce que sont exonérées au titre des biens professionnels. Alors, dans la même logique, je suis loueur de meublés professionnel, parce que j'en ai plein. Et est-ce que mon immobilier pourrait être exonéré d'IFI? Oui et non. Dans la pratique, pas souvent. Bien sûr, si on est LMNP, jamais. Donc ça veut dire, je suis propriétaire de biens immobiliers, ces biens immobiliers ne sont pas exonérés d'IFI. Par contre, si je suis considéré comme LMP, au sens de l'IFI, c'est-à-dire que mes biens seront exonérés si le total de mes recettes annuelles dépasse 23 000 euros, hein, vous vous souvenez du chiffre, on en a parlé tout à l'heure, et que les revenus de mon location meublée, donc le bénéfice, hein, mon BIC, est supérieur à mes autres revenus professionnels du foyer fiscal. Si je reprends mon exemple, on ne parle pas du chiffre d'affaires, là on parle du bénéfice, après amortissement. Si vous avez vu le calcul tout à l'heure, où on arrive souvent à un résultat de 0 voire négatif, ça va être difficile que ces revenus locatifs dépassent les autres revenus professionnels, mais il y a des fois des ménages qui n'ont pas d'autres revenus professionnels. Leur seul revenu, c'est parfois la location meublée. Donc dans ces cas-là, on peut malgré tout avoir de l'immobilier exonéré d'IFI, parce que considéré comme professionnel. Mais les cas qu'on rencontre ne sont pas les plus fréquents. Bon, juste petit rappel, l'IFI concerne les contribuables qui ont un patrimoine taxable supérieur à 1 300 000 euros au 1er janvier de l'année. Affiliation sociale. Qui dit non professionnel, pas de cotisation sociale. Par contre, qui paye des cotisations sociales? Mais ceux qui exercent une activité professionnelle. Un salarié, il y a des cotisations sociales. Alors, il ne les voit pas trop passer parce que c'est l'employeur qui les paye à sa place, mais elles figurent en tout cas sur la fiche de paye. Pour un non-salarié, un commerçant, un artisan, il reçoit de l'URSSAF généralement des cotisations à payer tous les trimestres ou à d'autres échéances. Bon, mais par contre, si je deviens loueur de meublés professionnel, à ce moment-là, je suis assujettissable à cotisation sociale. En revenu foncier, il n'y a jamais de cotisation sociale. Il y a juste l'impôt social, les prélèvements sociaux, 17,2 quand même. D'accord ? Par contre, si je suis un professionnel, il n'y a pas les prélèvements sociaux, mais à la place, il y a les cotisations sociales. Au taux de, allez, grosso modo 47%. 47% du bénéfice. En plus de l'impôt sur le revenu. À la place des prélèvements sociaux. D'accord ? Bon, si mon revenu de location, si je reviens à mon exemple, il est à moins, on va dire 0, 47% de 0, ça ne devrait pas faire trop mal, ça ne devrait pas être trop douloureux. Par contre, quand on est assujetti à l'URSSAF, il y a quand même un minimum de cotisation sociale parce que l'URSSAF doit vous assurer une couverture sociale, même si vous en avez une. Par ailleurs, je suis retraité, je suis couvert, c'est bon, j'en ai pas besoin. Eh bien si, vous devez payer quand même des cotisations sociales à l'URSSAF. D'accord ? Bon, si dans les années courantes, bon, mais mon revenu tel que je le calcule, il est à 0, j'aurai juste la cotisation minimale. La cotisation minimale, quand même, à l'URSSAF, c'est grosso modo 1 200 euros par an. En plus de la CFE, hein, c'est cotisation sociale. Mais ce qui va être le plus embêtant, c'est à la sortie. Un jour, j'arrêterai de louer mon bien meublé. Soit parce que j'arrêterai de le louer, soit parce que je le vendrai, soit parce que je décéderai, ou parce que, enfin, il y aura forcément une sortie. Et à la sortie, comme il s'agira d'une activité professionnelle, le comptable va devoir calculer une plus-value
professionnelle. Et c'est cette plus-value professionnelle qui servira d'assiette pour le calcul des cotisations sociales aussi. Alors, plus précisément, c'est la plus-value court terme. Enfin, je passe vite dessus parce que je ne veux pas vous noyer. Mais voilà, sur le principe, si au quotidien, annuellement, les cotisations sociales ne seront pas trop lourdes, elles seront existantes malgré tout. À la sortie, attention, ça peut faire mal parce que 47% du montant de la plus-value est généralement assez conséquente, surtout quand on a beaucoup amorti. Donc, attention, je fais de la location de courte durée, je dépasse 23 000 €, je suis affilié à cotisation sociale. Je fais de la location longue durée, je fais moins de 23 000 €, je ne suis pas affilié, je fais plus de 23 000 €, mais mes autres revenus sont supérieurs à mon chiffre d'affaires location meublée, je ne suis pas affilié. C'est supérieur, enfin, mes revenus de location meublée, mon chiffre d'affaires de location meublée, pardon, est supérieur à mes revenus professionnels autres du ménage, à ce moment-là, je suis affilié. Donc, malgré tout, location meublée, ça peut être pas mal, surveillez quand même votre chiffre d'affaires. Bon, si à cotisation sociale, en contrepartie, on a une couverture sociale. Bon, maladie, ça ne change pas grand-chose. La retraite, peut-être un petit peu. Des indemnités journalières, je doute que vous en utilisiez beaucoup. Enfin bon, allez, je passe. Alors, la règle générale, donc c'est le régime URSSAF avec la sécurité sociale des indépendants. Ça peut être la MSA si jamais j'ai une activité agricole par ailleurs. On peut aussi éventuellement, au titre de l'assujettissement à cotisation sociale, relever du régime de micro-entreprise. Vous connaissez la micro-entreprise? Les auto-entrepreneurs. Enfin, ça n'existe plus les auto-entrepreneurs, maintenant ce sont les micro-entrepreneurs. Donc les micro-entrepreneurs, voilà, c'est jusqu'à un certain chiffre d'affaires, on paye des cotisations sociales à un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Grosso modo, 12 ou 13% de votre chiffre d'affaires de location meublée, si vous êtes professionnel, ayant opté au régime des micro-entrepreneurs. Et au cas particulier, éventuellement, on peut opter à ce qu'on appelle le régime général, c'est-à-dire à des cotisations comme les salariés, en fait. Bon, je passe un peu plus vite. Voilà, parce que l'heure tourne, mon temps est à peu près écoulé. Donc, voilà un petit peu la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui se profile pour demain? Bon, demain, on n'en sait rien. Vous savez, en matière de fiscalité, ça change sans arrêt. On en a beaucoup entendu parler à l'automne dernier, en 2023. Ça a fait beaucoup de bruit et la montagne a accouché d'une souris. Il y a eu juste le changement pour la location de tourisme non classée où là le seuil de passage horaire est tombé à 15 000 et l'abattement est passé de 50 à 30%. Point. Mais là on est en train de... alors, pour l'instant on ne voit rien sortir au niveau des taux d'abattement au titre du régime micro BIC, alors que c'était évoqué, à voir. Ce n'est que le début des négociations parlementaires pour mettre en place la nouvelle loi des finances pour 2025. Donc à surveiller, malgré tout. En ce qui concerne donc la notion d'amortissement, alors la règle que je vous ai expliquée tout à l'heure, il n'y a pas de changement qui soit prévu. Par contre, dans la mesure où vous déduisez les amortissements, c'est-à-dire qu'on déduit la valeur du bien pour le calcul de l'impôt sur le revenu annuel. D'accord? Mais pour les loueurs de meublés non professionnels, lorsqu'on vend le logement et que l'on fait une plus-value, cette plus-value, elle ne tient pas compte des amortissements que j'ai déduits, puisqu'en fin de compte, la plus-value des particuliers, elle se calcule par différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Quand je l'ai acheté, à l'époque où je l'ai acheté, où je l'ai acquis, ou acheté, ou hérité, reçu par donation. D'accord? Et ne tient pas compte donc des amortissements que j'ai pratiqués. Et dans ce cas de figure-là, il y en a qui ont proposé, finalement, comme vous avez déjà déduit l'amortissement, on ne va pas le déduire une deuxième fois. Bon, on mélange des choux, des carottes et des navets, là, mais bon, aujourd'hui, il y a un projet de loi où on rajouterait l'amortissement qu'on a déduit, on déduirait de la valeur d'acquisition l'amortissement qu'on a déduit pour le calcul de la plus-value. Alors, à court terme, ça ne va pas faire rentrer dans l'argent dans les caisses. Parce que, bon, vous continuez à déduire l'amortissement, puis c'est pas pour autant que vous allez vendre l'année prochaine. Et s'il n'y a pas vente, il n'y a pas surtaxation. Et puis, tel que c'est écrit, tel que c'est rédigé dans le projet de base,
Si je le vends alors que je suis exonéré parce que propriétaire depuis plus de 30 ans, ben, j'ai beau rehausser le calcul de ma plus-value, le montant de la plus-value taxable est de 0. Bon, à voir, à suivre, on ne sait jamais, bon, à suivre l'actualité. Attention, donc, comme je le disais, à l'évolution de vos recettes, parce que quand on y prend goût, des fois ça nous plaît bien la location meublée, et si on en fait beaucoup, on peut passer professionnel, voire être assujetti à cotisation sociale, et là, ça peut éventuellement être beaucoup moins intéressant. Voilà. Et suivez également le seuil de passage au réel obligatoire. Donc cette année, il a baissé de 77 à 15 000 euros pour les locations saisonnières uniquement non classées. Ça pourrait changer, donc suivez l'actualité ou lisez nos articles.